Bonjour à tous, bonjour France, bonjour Pierre. Je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui pour parler avec vous d'intuition. Et ça tombe bien parce que, voilà, vous avez coécrit ce magnifique livre, tous les deux. Et donc, ça tombe bien avec mon événement aussi qui parle d'intuition. Alors, nous, en France, ce que tu me disais, France, c'est qu'on va le découvrir seulement en octobre. Moi, je suis Oui, privilégiée. oui, il a été publié au Québec. Alors, bonjour Flora, bonjour tout le monde. Il a été publié au Québec pour le printemps, le 20 mars, et on pensait que ce serait peut-être un peu plus tôt en Europe, mais finalement, ça va être en octobre. Mais vous ne payez rien pour attendre, vous allez être très heureux de le découvrir à l'automne, et nous, on va être très heureux de venir vous le présenter aussi. Tout à fait. Mm, Bonjour ouais. Flora, bonjour à tous et à toutes. On est heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'intuition qui est au cœur de la vie, en fait. Est-ce qu'il y a une journée qui est sans intuition, en fait? On pourrait se définir c'est quoi l'intuition? Ouais. Oui, justement, j'allais vous demander, parce que déjà, on pourrait commencer, parce qu'on peut dire intuition, on peut dire petite voix intérieure, je crois que aussi la sagesse intérieure, le divin. Pour vous, c'est quoi? Alors, quel mot est le plus adapté? Et en effet, on pourrait peut-être commencer par donner la définition d'intuition. Absolument. Je vais laisser Pierre faire cette définition-là. L'intuition, pour nous, est un terme générique, un terme global qui inclut plusieurs éléments, dont la perceptivité, qui est plus associée à la connexion avec la pure conscience de l'univers par son esprit, la sensitivité, qui est associée à différents aspects de notre être, soit avec notre corps, avec notre âme. Donc, en fait, l'intuition, c'est un terme global qui nous parle de captation de l'information subtile qui vient vers nous autrement que par l'aspect intellectuel. En fait, toute captation d'information qui n'est pas par la voie intellectuelle, mentale, fait partie de cette grande famille de l'intuition. Voilà comment je peux le présenter. Puis C'est c'est vrai un que terme générique, en fait, là, tu sais, on a tous adopté dans notre vocabulaire courant le mot intuition pour parler de tout ce qu'on ne peut pas vraiment expliquer quand on capte quelque chose qui ne passe pas justement par un livre ou en ouvrant la télé ou la radio ou quelqu'un qui nous a raconté une histoire. Alors ça, c'est bien sûr la façon traditionnelle d'apprendre, hein. On est tous allés à l'école, puis je dis souvent, moi, quand je donne des conférences, un peu à la blague, on est tous allés à l'école beaucoup trop longtemps. Et ça fait en sorte qu'on a mis de côté toutes les facultés naturelles qui sont justement reliées à ce qu'on appelle l'intuition. Et quand Pierre parle de perceptivité, sensitivité, puis il y a aussi les autres voies, parce que dans le livre, c'est bien écrit ici, les 17 voies de l'intuition. Alors, la perceptivité, c'en est une qui passe par le couloir de la pensée, quand on a une inspiration, une impression, une image dans notre écran mental, un flash, une idée. Ça, c'est considéré plus, on appelle souvent ça de l'inspiration. C'est une des voies, donc, de l'intuition. La sensitivité, c'est tout ce qui passe par le corps, en fait. Et on a souvent parlé d'intuition féminine parce que, justement, on a beaucoup associé l'intuition aux sensations, aux émotions. Est-ce que les femmes captent beaucoup de façon naturelle par le corps? Mais il faut comprendre que, dans le fond, l'intuition féminine, c'est plus relié au principe féminin. Le principe féminin, bien, il est présent autant chez les hommes que chez les femmes, souvent un petit peu plus prédominant chez les femmes, quoique là, bien, maintenant, on peut voir beaucoup aussi de masculin chez les femmes et de féminin chez les hommes, ce qui fait que on comprend que c'est pour ça qu'on a toujours appelé ça l'intuition féminine, c'est parce qu'on le reliait à la sensitivité, en fait, qui passe par le corps. C'est tout ce qui passe, dans le fond, par les émotions et les sensations. Puis les 15 autres voies, c'est relié aux sens. Il y a les 5 sens de base. Il y a les doubles sens qui sont finalement ce qu'on peut voir, entendre, toucher, goûter dans le subtil en présence, c'est-à-dire dans le moment présent. Puis il y a les clairs sens qui sont reliés au temps, quelque chose qui est en train de se former et qui va arriver plus tard dans le futur. Des fois, c'est juste quelques minutes après ou quelques heures. Comme on parle de clairvoyance, par exemple, la clairvoyance, c'est quand on voit dans le futur quelque chose qui va arriver, qui est en train de se former, puis ça se peut qu'on soit en train de le voir, puis que ça n'arrive pas.
hein, ça ne se matérialise pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas eu une vision qui était juste, mais ça se peut que puisque c'était en train de se former, bien, il y a quelque chose qui s'est produit, puis ça c'est juste pas arrivé. Alors voilà pourquoi on a appelé ça les 17 voies de l'intuition. C'est qu'il y a tout l'aspect de la perceptivité, la sensitivité, qui sont les voies les plus naturelles, et les autres sens qui sont associés, qu'on a aussi de façon naturelle, mais qu'on peut développer aussi. Et tout ça se développe de toute façon. C'est vrai que moi, Oui, j'étais parce que très surprise hein, du nombre finalement de capteurs différents qu'on Mhm. pouvait avoir pour capter une information. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça me faisait penser un peu à, tiens, j'ai pas... Alors déjà, moi, c'est la première fois où je me suis dit, tiens, mais il y a autant de choses. Presque, j'avais envie de dire, bah, tiens, quelle est la mienne en fait? Comment je peux découvrir un peu, voilà, être attentive à ce qui me peut-être est plus facile pour moi comme voie d'intuition. en fait, Oui. on les a toutes ces voies-là. On pourrait dire en fait que euh, quand tu apprends, quand tu suis un cours, par exemple, ben, il y a un professeur qui te parle. Or, quand il te parle, ce qu'il te dit passe à travers sa voix, donc ce sont des vibrations sonores que tu captes. Mais en fait, toute l'information circule par des vibrations que tu captes par un canal ou par un autre, et tous ces canaux, ils sont là à l'intérieur de toi. Effectivement, on voit des gens qui sont plus sensitifs, alors que d'autres sont plus perceptifs. C'est-à-dire que, par exemple, si tu imagines que tu es avec une de tes amies ou un de tes amis et que tu reçois une personne à la maison, elle frappe à la porte et vous répondez, vous lui dites comment ça va, elle vous dit ça va bien. Et toi, tu dis tout à coup, tiens, c'est curieux, je ne le sens pas que tu vas bien. Et là, ton compagnon dit, moi, ce n'est pas une sensation, mais je le sais que tu ne vas pas bien. Donc, il y en a une qui a ressenti, soit de façon très spécifique dans son corps, tu as senti un mal de tête, tu as senti une pression, ou c'est une sensation vague dans ton corps. Et l'autre, tout à coup, c'est une impression, une inspiration, un savoir. Donc, c'est plus passé par le troisième œil, si tu veux, plutôt que par le plexus solaire. Euh, alors, mais tout le monde a tout ça, c'est-à-dire que si toi, tu es plus sensitive ou perceptive, il me semble que tu es plus perceptive, juste à te voir dans ton énergie, que tu captes les choses, tu comprends avant qu'on le dise, tu captes déjà ce que je veux dire, donc, et tu me sembles plus perceptive. Alors, évidemment, tu vas avoir tendance à te replier sur ta perceptivité, alors qu'on va te proposer l'autre aspect. Si déjà c'est éveillé, ce canal-là, ben c'est intéressant de développer ta sensitivité et vice-versa. Absolument. Puis Ouvrir moi, tous je peux les même. Oui, puis écoute, on est tous les trois ici plus perceptifs de nature. Et moi, j'ai développé la sensitivité. Je l'avais déjà probablement quand j'étais jeune, mais étant donné qu'on a beaucoup, beaucoup misé sur l'intellect, l'analyse intellectuelle et on était valorisé là-dedans, eh bien, moi, je me suis vraiment concentrée sur ce qui se passait au niveau du mental et des idées qui venaient par inspiration. Et j'étais très perceptive quand j'étais une jeune journaliste d'enquête, entre autres. Puis je donne l'exemple pour que les gens puissent s'identifier puis voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie à eux autres. Mais souvent, en fait, on pourrait dire de la perceptivité que c'est de savoir quelque chose sans savoir pourquoi on le sait, mais on le sait. Alors que la sensitivité, c'est ressentir quelque chose, puis savoir, le savoir, mais sans savoir pourquoi on le sait, mais on le sent en fait. C'est la même chose, mais au lieu du savoir, c'est on le ressent. Et ça devient un savoir quand même, puisque on a la même information, mais elle ne passe pas par le même canal de réceptivité. Et quand j'étais une jeune journaliste, souvent mon animateur aux affaires publiques me disait que j'étais très chanceuse et me disait, voyons, comment ça se fait que tu es toujours à la bonne place au bon moment? Et je me vois encore, là, quand j'étais dans la jeune trentaine, me lever debout et dire au caméraman, on part maintenant. Puis on ne savait pas pourquoi c'était maintenant, mais à chaque fois, j'attrapais, comme je dis toujours, mon bandit la main dans le sac. Alors, puisque c'est ça, c'était ça mon travail à l'époque. Et ça impressionnait l'animateur. Puis j'appelais ça ma bonne étoile. Mais j'ai compris avec le temps, puis en faisant toutes les recherches que je fais depuis 22 ans, parce que moi, j'ai eu une espèce de réveil de conscience brutal en 2002. Pierre est là-dedans depuis beaucoup plus longtemps que moi. Mais moi, là, j'étais pas une athée, mais j'étais une agnostique quand même assez bien campée dans mon rôle de journaliste. Et je me disais, ben, prouve-moi que ça existe, puis on verra. Puis en 2002, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que ça a ouvert
finalement la boîte de Pandore, mais je dis tout le temps, ça a fait une craque dans mon cerveau. J'avais besoin de comprendre pourquoi ce qui venait de m'arriver. J'ai eu un contact avec quelqu'un qui était décédé par le biais d'une médium pour une émission de télé. Et puisque je ne croyais pas à ça, ça a fait vraiment un choc dans ma psyché. Et j'ai voulu comprendre. Et je suis allée poser une tonne de questions. Et c'est là que j'ai été en contact avec beaucoup de gens qui ont les facultés psychiques développées, dont Pierre. J'ai rencontré Pierre comme ça, que j'ai interviewé dans les années 2000 ici au Québec. Et là, ça a été une révélation de dire, OK, mais comment ça marche? Je veux comprendre. Et moi, je pars de la même place que les gens, entre guillemets, normaux, qui ont été donc élevés dans un système d'éducation où est-ce que tout passe par l'intellect. Et là, je voulais m'ouvrir à autre chose. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. C'est ça. Ce Mais qui est moi, intéressant oui, aussi, pardon. dans ce que tu dis, c'est que comme on a tous été éduqués avec une stimulation incroyable au niveau de l'intellect, c'est-à-dire que pour savoir, il fallait apprendre, soit d'un cours ou soit lire, ben, les perceptifs ont généralement une difficulté. Les perceptifs, ils captent, donc ils savent sans savoir pourquoi ils savent. Donc, face à l'intellectualisation, ils sont quelquefois dans un petit malaise, c'est-à-dire que tu n'es pas supposé de savoir si tu n'as pas appris. Donc, Mm. donc c'est pour ça que je parle souvent d'impression, d'inspiration, mais en fait, le perceptif va dire je le sais. Et en même temps, je le sais, si tu ne l'as pas appris, tu es un malaise. Ouais. Alors que le sensitif, lui, il ressent dans son corps. Or, sa difficulté au sensitif, c'est de dire ben, je ressens, est-ce que ça vient de moi? Si tu arrives devant moi et que je sens un malaise, est-ce que c'est mon malaise? Et après, l'autre aspect, c'est que quand il y a beaucoup de gens, les sensitifs se mettent à recevoir énormément de sensations. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde qui se sentent complètement submergés par les Ouais. sensations de tout le monde. Et il y a même des gens qui me disent ah, je ne veux pas aller en salle parce que je vais sentir tout le monde, je vais me sentir mal. Il y a des gens qui sortent plus sur la rue, même. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup en France. Il y a des gens qui me disent, tiens, c'est curieux, je sens beaucoup trop les gens. Et alors, il y a bien sûr des moyens de faire en sorte que l'on puisse capter l'information sans se laisser submerger par l'information qui nous arrive. Mais Oui, j'imagine puis sur les réseaux sociaux aussi, quoi. On ressent, même en étant connecté sur les réseaux sociaux, on ressent toute cette énergie de tout le monde. Tout à fait. tellement, tellement. Et la On n'a pas vitesse à besoin laquelle d'être ça va aussi. On n'a pas besoin d'être en présence physique parce que, par exemple, tu as un enfant, tu as un copain qui est à l'autre bout du monde, tu peux sentir tout à coup, tiens, je ne sais pas ce qui se passe, je sens qu'il est joyeux ou je sens qu'il ne va pas bien. Particulièrement quand ça ne va pas bien, ben, il y a une tension et tu peux le sentir de l'autre bout du monde. Comme on est en virtuel actuellement, tu peux sentir que quelqu'un est très paisible et il t'apaise alors qu'un autre est peut-être sous tension et ça crée une excitation. Mm. Il n'y a Et pas la de vitesse à laquelle contraire. l'information voyage aussi, là, on est tellement sollicité, on est tellement stimulé par toutes ces informations-là aussi. Puis tout est rapide et à chaque fois on regarde une vidéo, on capte quand même, qu'on le veuille ou non, ce qui se passe dans la vidéo de la personne. Et c'est vraiment important d'avoir une hygiène énergétique par rapport à tout ça pour rester en équilibre, rester en harmonie. D'ailleurs, Pierre enseigne une façon de rester en équilibre que moi, quand j'ai rencontré Pierre en 2006, eh bien, c'est là que j'avais déjà, je faisais des recherches, puis je rencontrais vraiment beaucoup de gens. Alors, j'appliquais plusieurs techniques. Comme je dis souvent, j'ai exploré les 2, 3 premiers barreaux d'échelle de plusieurs courants spirituels, de plusieurs façons de faire. Et je voyais avec Pierre qu'il y avait quelque chose qui ramenait tous les dénominateurs communs en dehors de tout dogme, finalement. C'était totalement universel comme enseignement. Alors, je me suis mis à appliquer certains principes de base. Évidemment, j'ai commencé à méditer. En prenant un cours avec Pierre en 2006, mais aussi à avoir une hygiène énergétique d'une certaine façon pour justement ne pas être happé par tout ça. Parce que, et ça a pris un certain temps, là. Moi, je donnais des conférences beaucoup, partout à travers le Québec, quelques années avant 2012, où est-ce qu'on attendait, selon certaines interprétations, la fin du monde des Mayas en 2012, le 21 décembre. Évidemment, on savait que ce n'était pas la fin du monde, mais plus la fin d'un monde, puis que ce n'était pas une date butoir exacte, mais que, bon, on pouvait l'utiliser au moins pour expliquer cette bascule de conscience qu'on vit.
Et je donnais des conférences devant des salles de 3, 4, 500 personnes. Et des fois, il m'est arrivé un matin de ne plus pouvoir me lever le lendemain, tellement j'étais happée par l'énergie des 300 personnes qu'il y avait dans la salle parce que je n'avais pas pris le temps de me recentrer avant. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec l'aide d'une amie avec qui je travaillais, puis après ça, avec l'aide des enseignements de Pierre et de d'autres, à vraiment amener une hygiène dans ma vie pour ne pas être happée par ça. Cette sensitivité-là, si on ne veut pas justement qu'elle nous desserve, mais qu'on veut s'en servir pour aller chercher de l'information puis recevoir une guidance dans notre vie pour mieux justement avancer dans notre propre chemin d'évolution, eh bien, la peur est pas intéressante. En fait, ce qu'on veut, c'est élever notre fréquence puis ne pas être happé par tout ça. Puis Pierre, peut-être tu peux expliquer un peu comment on fait pour élever notre fréquence. Pour élever notre fréquence, ce qui est important d'abord en deux étapes, c'est de euh, placer à l'extérieur de nous ce qui n'est pas nous. Donc, c'est-à-dire se désidentifier de la personnalité, se désidentifier de l'ego, euh, associé à nos blessures, nos peurs, nos croyances, nos attaches, nos attentes, nos dépendances, etc. Juste placer ça à l'extérieur de nous, c'est-à-dire ne pas occulter ces éléments-là, ne pas faire semblant que ça n'existe pas, ça existe et ça nous influence, mais les voir comme n'étant pas nous. Je ne suis pas ça. Ce sont des aspects que j'ai créés inconsciemment et qui m'influencent, mais je les vois à l'extérieur de moi, comme sur une scène devant moi, ce qui fait que je peux les avoir à l'œil. Et donc, ça m'allège énormément. Et puis, je vais hausser le niveau d'amour de qui je suis réellement, pas en fonction de comparaison avec d'autres, ni en fonction de mes difficultés, mais l'amour de la vie qui est en moi, l'amour de ma recherche de bien-être, l'amour de ma recherche d'amour même de moi-même. Alors, je rehausse l'amour. Alors, la fréquence s'élève, le rythme vibratoire s'élève. Évidemment, il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent le faire chuter, le rythme vibratoire. Et après ça, ben, c'est quelquefois en un instant de se rappeler qui on est qui va favoriser cette élévation. Moi, je propose depuis des années un processus justement d'équilibre énergétique. C'est comme ça que je l'appelle, processus d'équilibre énergétique. Il est offert à tous. Il est sur mon site symphonie.life et c'est une vidéo. On peut l'avoir dans son iPhone, dans son portable et le voir en ligne. Et je propose de le vivre tous les matins. Ça permet de s'ancrer, ça permet de se recentrer, ça permet d'élever sa fréquence, de s'unifier, de faire en sorte justement qu'on est dans une forme d'équilibre et intensification énergétique qui va favoriser la captation de l'information, donc la perceptivité, la sensitivité et les autres 15 voies. Ça favorise tout ça sans se sentir bombardé, sans se sentir aussi comme si tout cela s'introduisait en nous. Certains vont dire quelquefois, je me sens totalement submergé et toute cette information s'introduit en moi, je me sens comme dans l'effroi de tout ce qui vient vers moi subtilement. Mm. Eh bien, ça va nous aider aussi par rapport aux ondes. On parle aussi beaucoup de 5G. 5G, bientôt, on va être vraiment ailleurs parce qu'au niveau des différentes applications, on va aller vers la 8G et la 10G et plus encore. Donc, quand notre fréquence s'élève, ça fait en sorte que on peut s'élever au-dessus de la fréquence des ondes et alors pouvoir capter l'information sans être bombardé et affligé de cette information. Et c'est la même chose pour les virus, par exemple. Un virus, c'est à une certaine fréquence. Si la fréquence s'élève, eh bien, je peux être tout à coup plus en En équilibre. captation de ce virus sans tout à coup être affligé par lui ou être beaucoup moins affligé par lui. Et c'est la même chose pour quelquefois face à quelqu'un qui est en colère. Face à quelqu'un qui est en colère, on peut se sentir totalement envahi par sa colère, par les vibrations. Et là, la sensitivité est au maximum. On peut se placer dans un état de sensitivité où je capte, où je sens qu'il est en colère, sans ressentir que sa colère nous défait en morceaux, en fait, nous envahit. Tu sais, quand on Alors, élève notre fréquence comme ça, en fait, là, et on peut le faire à tout moment,
Je vais donner un exemple. Moi, on m'avait coaché à l'époque parce que je donnais beaucoup d'entrevues à des journalistes qui, quand j'ai commencé à écrire sur la vie après la mort, sur tous les sujets qui touchent justement au monde subtil, ben, je donnais des entrevues, moi, là, parce que j'arrivais du monde de la télé. Alors, je donnais des entrevues aux autres animateurs télé et radio ici au Québec. Et on m'avait expliqué que je pouvais à tout moment faire ça. Alors, je me faisais comme une espèce de moment d'intériorisation, là, même souvent juste en allant à la toilette avant de donner une entrevue pour élever ma fréquence. Et ce que ça fait, c'est quand on respire, qu'on se nourrit de cet amour-là, de cette fréquence-là, eh bien, ça fait comme une espèce je dirais, pas un voile, mais un écran. En fait, hein? On est comme tellement on rayonne tellement que ça crée comme un écran, un filtre, et on n'est pas affecté. Et moi, on cherchait constamment à me mettre en boîte à l'époque avec ce que j'écrivais dans les livres. Et finalement, ben, j'ai réalisé que j'étais indéstabilisable quand je prenais le temps de faire ça. Donc, d'élever ma fréquence, d'être totalement dans mon axe, de rayonner comme un gros soleil qui agit comme un filtre qui empêche parce qu'elles sont là. L'animateur en avant de moi peut être très fâché, peut essayer de me mettre en boîte, et ça ne va pas m'affecter si je prends le temps de faire ça. Et Et ça si je favorise, sors. tu permets, ça favorise aussi énormément l'émission parce qu'on parle beaucoup de captation, mais on émet. Si on capte, c'est parce qu'il y en a qui émettent. Et je me rappelle, j'ai travaillé pendant 25 ans avec Guy Corneau et beaucoup en France particulièrement. Et à chaque fois qu'on était devant un groupe de personnes, il y avait 300, 400, 800 personnes, notre véritable but, c'était de transmettre des éléments qui favorise justement une effervescence et un mieux-être. Or, on vivait le processus d'équilibre énergétique, l'élévation de fréquence, de telle sorte que on puisse ressentir les questionnements des gens avant même qu'ils les posent et aussi émettre avec une plus grande effervescence pour que les gens captent au-delà des mots le message qu'on voulait transmettre, la stimulation et même l'amour qu'on avait de ces gens-là, parce qu'on peut parler de voici ce qu'on vous propose, etc. Mais ça, c'est déjà porté par un amour, une relation profonde avec les gens. Et quand justement ça s'élève et qu'on est dans une forte structure énergétique, ben, les gens, au-delà des mots, vont capter ce qu'on veut vraiment leur transmettre. Et Mm. donc, on parle d'émission et on parle de captation. On parle d'intuition, mais en fait, au début, j'ai dit, c'est tout le temps, c'est à tous les jours, à chaque instant, on se parle actuellement. Flora, tu captes ce qu'on dit, évidemment, intellectuellement, mais au-delà de cela, tu captes nos vibrations, tu captes ce qu'on veut transmettre au-delà des mots, tu captes plusieurs choses, tu captes même l'auditoire, comment il va ressentir les choses. Et c'est continuellement dans sa vie. Tu es sur le trottoir, tu es sur la rue, tu es dans un restaurant, tu captes les ambiances, tu vas chez quelqu'un, tu captes l'atmosphère de sa maison. Eh bien, tu captes comment? C'est pas intellectuel. Tu captes soit par tes perceptions, tes sensations. Tu vas chez une autre personne tout de suite après, tu dis, ah, mais l'ambiance n'est pas la même, l'atmosphère n'est pas la même. Tu vas chez une amie que tu connais bien, où tu t'es rendu souvent, et là, tout à coup, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et elle te confie que, oh là là, hier soir, il y a eu des colères terribles entre moi, mon conjoint, les enfants et tout ça. Et tout à coup, toi, tu dis, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même atmosphère. Mm. Alors, on appelle ça de l'intuition, mais en fait, l'intuition ne définit pas bien. C'est de la captation sensorielle ou perceptive que tu fais. C'est extraordinaire, dans le fond, d'aller au-delà de cette notion d'intuition, c'est quelque chose de vague, quelque chose d'extrêmement précis, extrêmement concret, aussi concret que la transmission intellectuelle. Il y a des gens qui vivent, par exemple, un événement, ils sont en colère, par exemple, ou ils sont tristes, ça s'imprègne dans la maison, et toi, tu y vas après et tu sens cette empreinte qui s'est placée dans la maison, tu captes les vibrations qui sont là. Donc, c'est démontrable scientifiquement, certainement, par la lecture des vibrations qui sont là. Tu peux aller dans un lieu, puis tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu? Tu marches en forêt, par exemple. Tu marches en forêt, puis tu vas sentir des zones différentes. Tu dis, tiens, ce sont les mêmes arbres,
mais j'ai l'impression d'entrer dans un espace différent. Tu vas sentir des présences. Tu te dis, est-ce qu'il y a des animaux? Il n'y a pas d'animaux. Tu sens des présences subtiles. Tu sens la présence, vraiment, les arbres sont vivants, les plantes sont vivantes. Ils émettent des vibrations. Tu les sens vibrer. Tu as des élémentaux, tu les sens vibrer. À un moment donné, tu connectes avec l'eau et tu te dis, l'eau, elle est vivante et tu la sens vibrer. Tu dépasses les frontières, justement, intellectuelles pour dire il y a des différentes formes de vie que la forme de l'être humain. On connaît les formes animales, végétales, minérales, mais aussi des éléments, des élémentaux. Puis on se dit, tiens, toutes ces formes de vie-là émettent des vibrations, donc transmettent des choses que l'on peut capter autrement que par l'aspect intellectuel. Et ça devient extraordinaire de vivre dans cette conscience et cette sensation de la vie qui se manifeste continuellement. Donc, on est continuellement en mode réception et émission. Mais il faut quand même un peu un décodeur. Moi, je sais que j'avais fait un stage justement où on nous avait demandé de passer, alors c'était un manoir, hein, il y avait il y avait beaucoup de choses dedans, c'était très chargé et de passer dans chaque pièce et d'essayer de justement de voir ce qu'on ressentait et je me souviens très bien que j'arrivais dans une pièce à la fin et je me dis: «Ah tiens, j'aime pas cette pièce-là», mais et j'ai justifié mentalement en me disant: «Ben, oui, c'est peut-être juste le style en fait». Donc en fait, j'ai justifié cette sensation que j'avais où j'étais pas bien et après, il se trouve que c'était une pièce, qui était très, très chargée, où il s'était passé plein de choses. Il y avait encore des âmes, qui étaient là, enfin des histoires très lourdes et là, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant parce que jamais j'aurais pu en fait, si on m'avait pas fait cette deuxième lecture, comprendre que non, c'était pas une question de goût, c'était bien plus profond que ça». Oui, absolument. Puis tu as, tout à fait raison. Et c'est drôle parce que si on le ramène à quelque chose de très simple, là, qui ne s'est pas entendu penser à un moment donné, ah, je suis rentrée dans tel lieu, j'ai ressenti quelque chose, puis je ne me suis pas écoutée, puis j'aurais donc dû m'écouter et partir au lieu de rester parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose qui n'était pas souhaitable pour nous. Alors, tu as tout à fait raison, là, quand tu le fais dans un contexte d'atelier, tu vas aller ressentir des choses, mais c'est toujours comme ça. Et on peut se poser la question, mais pourquoi on voudrait développer notre intuition? Ben parce que justement, ça nous apporte des informations tellement importantes pour notre évolution. Tu sais, moi, je dis souvent, on ne va pas avoir accès, on a accès à toute la connaissance, mais on ne va pas avoir accès nécessairement à tout ce qui ne sert pas notre évolution, mais on peut avoir accès à ce qui sert notre parcours de vie et pour nous amener dans plus de joie, plus de profondeur, plus de bonheur, mais ouvrir notre champ de conscience, puis être de plus en plus soi-même, exprimer de plus en plus qui on est. Et c'est ça qu'on veut sur un chemin d'éveil, sur un chemin d'évolution sur la planète. Et ça, cet aspect-là de l'intuition, qui est un fourre-tout finalement pour tout ce qu'on vient de nommer, perception, sensitivité et les sens, double sens, clair sens, bien, ça fait en sorte que ça nous apporte tellement d'informations au quotidien pour aller en ligne droite sur notre voie plutôt que de prendre constamment des détours en disant « Ah, j'aurais dû m'écouter. Je l'avais pourtant ressenti ou je l'avais perçu, mais je ne l'ai pas écouté. » Et c'est ça l'idée de créer une approche pour que justement on puisse aller, et quand tu dis ça prend des décodeurs, tu l'as très bien dit, et c'est comme ça qu'on a développé le livre pour justement décoder et apprendre de cette information-là pour que ça serve notre évolution puis notre joie profonde finalement. Ce qui est important aussi, puis tu le mentionnes, France, c'est oui, les capteurs sont là, ils nous demandent d'être présents, d'être attentifs, d'accueillir ça, mais le décodage, c'est-à-dire la compréhension, je dirais même presque l'intellectualisation de la chose, ça vient par l'expérience, en fait. C'est sûr que si tu arrives dans une pièce, tu as une sensation. Ce qui est important pour toi, c'est d'abord c'est ta sensation de bien-être ou de mal-être. Avant d'intellectualiser, tu dis, je me sens bien ici et je reste et je ne me sens pas bien, donc je vais écourter ma visite. Après ça, pourquoi tu te sens bien et pourquoi tu ne te sens pas bien? Ben, si tu es chez quelqu'un, tu vas demander, ou même si tu ne connais pas la personne, tiens, qu'est-ce que vous vivez ici? Qu'est-ce qui se passe en général? Parce que tu aimerais savoir pourquoi tu te sens bien ou pourquoi tu ne te sens pas bien. Mais ça te donne une expérience. Sa réponse va te donner une expérience. Ça ne va pas répondre à tout. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu ne te sens pas bien, ce sera la même réponse. Pardon. Mais au cours de ta vie, ben, tu vas en avoir plusieurs de ces expériences. Et c'est un petit peu comme quand tu apprends intellectuellement. Si tu suis un cours de droit, ben, après la première journée à la fac,
t'es pas un avocat, tu n'as pas tout compris la jurisprudence. Tu vas avoir besoin de beaucoup d'expérience pour voir les nuances. Eh bien, c'est la même chose pour cette information subtile. C'est l'expérience de la vie. L'expérience de la vie, on pourrait dire qu'on l'a, mais de façon générale, on a tous été éduqués à centrer notre attention sur la connaissance intellectuelle et à faire fi de tout ce qui est subtil, donc toute la captation subtile d'informations, ce qui fait que l'expérience, on ne l'a pas tant développée que ça. Même si on est dans le bain, on n'a pas été présent, on n'a pas considéré cette information. Moi, moi depuis 45 ans, j'ai centré mon attention à recevoir l'information que par les voies subtiles, que par les sensations, que par les perceptions. Et j'ai fait beaucoup d'expériences avec de communication, d'ailleurs avec mon partenaire de l'époque, Guy Corneau, qui avait suivi énormément d'études sur ça. Et on pouvait arriver avec des mêmes visions, des mêmes compréhensions de l'être humain, ou bien avec, par exemple, des médecins, j'ai vérifié, des mêmes compréhensions du corps humain que j'ai pu capter euh, parce que la connaissance circule, en fait. La connaissance circule. En même temps, on n'a pas besoin de tout capter, on a besoin de capter ce qui va nous servir. Mm. Exactement. Exactement, puis ça se développe parce que ce qui est fascinant, et puis moi, je pourrais dire que je suis totalement dans la moyenne des gens. Hein, je suis pas plus médium qu'un autre. J'ai pas envie de me faire des cartes d'affaires et commencer à donner des consultations en médiumnité, pas du tout. Et pourtant, j'enseigne depuis très longtemps tout ça. J'ai commencé par enseigner l'écriture inspirée comme outil de connexion à la connaissance. Et cet outil-là, que des milliers de personnes qui ont fait partout dans la francophonie, ben, c'est devenu aussi une façon d'ouvrir les autres canaux. C'est un outil parmi tant d'autres, mais quand comme Pierre vient de le dire, il a concentré son attention depuis 45 ans à recevoir l'information par les voies subtiles. C'est ça qu'on fait quand on fait de l'écriture inspirée ou qu'on fait n'importe quelle pratique qui permet d'aller cueillir cette information-là autrement que par la voie intellectuelle. Alors, ça finit par ouvrir les autres canaux. Et moi, avec le temps, puis ça fait juste 22 ans, ça fait quand même 22 ans, mais c'est pas si long que ça. Dans une vie, eh bien, j'ai vu les canaux s'ouvrir de plus en plus, puis je sais que c'est un work in progress en bon français, c'est-à-dire que ça va continuer pendant toute ma vie, puis peut-être les prochaines, j'en sais rien. Mais ceci dit, ça m'amène tout le temps à mieux vivre ma vie. Et je comptais en fin de semaine parce qu'on donnait un atelier, Pierre et moi, puis on espère aller le donner en Europe également, mais on donnait un atelier à Montréal et je disais aux gens, les 2 fois dans les 10 dernières années, parce que ça doit faire à peu près, bon, peut-être plus que ça, 12-13 ans, que je fonctionne uniquement avec, moi aussi, les ressentis et je prends mes décisions, mes grandes décisions à partir de mes ressentis, mes perceptions. Bien, les 2 fois que je ne l'ai pas écouté, ça a fait très mal. Et c'était une expérience. C'était une expérience intéressante pour moi parce que ça m'a permis de dire, OK, la prochaine fois, France, tu sais quoi faire là, hein? Tu prends le temps de ressentir, tu prends le temps de poser des questions, de connecter avec ton esprit pour avoir l'inspiration, de connecter avec ton corps et avec l'âme pour avoir les sensations, puis de prendre les décisions qui sont vraiment plus agréables, qui vont m'amener dans un chemin plus agréable. Alors, tout ça, c'est de l'expérience. C'est ça que Pierre dit. Plus tu vas le faire, plus ça va devenir naturel. Et jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de capter de l'information qui vient de l'extérieur, et il y a aussi de l'intérieur. Ouais. Par exemple, notre corps nous parle. S'il y a un mot, un malaise, un déséquilibre, on peut bien sûr faire des analyses, aller voir des médecins, faire des prises de sang, faire toutes sortes d'analyses avec des moyens qui sont connus, puis c'est très bien, c'est parfait qu'on ait ça. Et on peut aussi demander à son corps de quoi tu me parles. Si par exemple, tu ressens un mal d'estomac, tu peux te connecter intérieurement à ton estomac et lui demander, tiens, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu me proposes de changer? Dans cette perspective, j'ai créé un outil qui s'appelle Dialogue avec les cellules, qui est offert à tous, qui est aussi sur mon site, qui dure 22 minutes et qui d'abord permet une détente intérieure, une disponibilité, puis une écoute. Souvent, les gens veulent dire, c'est pourquoi j'ai mal? Alors,
j'amène la question un peu différemment. Je dis aux cellules ou aux tissus de mon corps, qu'est-ce que tu veux que je transforme? Par exemple, si tu as mal à l'estomac, c'est parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas, peut-être parce que tu manges et tu es trop stressé, ou bien que tu manges des choses qui ne sont pas justes, des mauvaises combinaisons alimentaires. Et tu peux chercher la cause, mais sous un autre angle que je trouve créatif, c'est qu'est-ce que tu me proposes? Tu me proposes d'alléger, tu me proposes de me détendre davantage avant de prendre un repas, avant de m'alimenter, etc. Donc, c'est la question que je pose à mon corps. Mais si je le pose à mon corps, je peux faire la même chose avec mes peurs. Pendant longtemps, j'ai animé un atelier qui se dit, au-delà des peurs, la liberté. Alors, dans ça, je ne veux pas faire fi de mes peurs et je ne veux pas non plus les banaliser. Je vais plutôt les rencontrer, leur faire face et leur demander à l'intérieur, ma peur, tu veux me parler de quoi? Je prends pour acquis que s'il y a la peur, comme s'il y a par exemple une émotion de toutes sortes, elle fait partie de la perfection, la chose. Elle vient de quelque part, puis elle est là pour me signaler quelque chose, comme une douleur physique, un malaise émotionnel ou psychique veut me signaler quelque chose, veut me proposer de transformer quelque chose. Et donc là, on est aussi dans le côté, je suis plus dans ce qu'on dit généralement l'intuition, mais je suis dans l'écoute subtile de mon corps, de mes émotions. En fait, je suis dans l'écoute subtile de mon être. Au début, on parlait de j'écoute mon esprit, j'écoute par mon esprit la conscience. Je peux demander, par exemple, entre deux projets, je peux m'intérioriser au lieu de faire les plus et les moins, les avantages, les désavantages. Je peux m'intérioriser et dire, tiens, lequel des deux projets est plus intéressant pour moi? Et écouter de l'intérieur. Évidemment, souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas mon personnage, ma personnalité versus mon esprit? Eh bien, c'est l'expérience. D'abord, le personnage va généralement justifier. Il va souvent te dire, ben, choisis ça parce que tu as travaillé fort, tu le mérites, etc. Il va y avoir une justification. Ça, c'est le côté du personnage, de l'ego. Alors que l'autre, le côté plus de la sagesse, que j'appelle la grande voix intérieure, ben, va pas avoir aucune explication. Va dire ce projet-là est plus intéressant. Après, tu peux poser la question, tiens, qu'est-ce qu'il apporte d'intéressant? Mais il n'y a pas cette. Il y a quelque chose de pur, il y a quelque chose de. C'est comme ton premier guide. Ton guide, c'est ton esprit qui est associé à la conscience universelle et à tous les guides et au divin, comme tu disais, Flora, au début, et qui te parle. Et là aussi, il y a de l'expérience à développer cette écoute intérieure par une vie intérieure qui est plus riche. Parce que la vie intérieure, elle a besoin d'être nourrie. C'est comme cette hygiène de vie énergétique, une hygiène de vie intérieure, prendre du temps avec soi pour écouter de quoi ça parle à l'intérieur de nous. Voilà. Je sens que France veut dire quelque chose. Oui, mais en fait, l'idée de ressentir avec le corps, c'est de la pratique parce que le corps ne ment pas, mais ce qui peut nous déjouer ou en tout cas qui peut nous leurrer parfois, c'est qu'on n'est pas très attentif à où ça se passe dans le corps et on confond, mettons, par exemple, l'excitation dans le plexus avec une ouverture du cœur ou une sensation dans le cœur qui nous dit vraiment qu'on est à la bonne place. Et ça, c'est tout expliqué, c'est bien décrit dans le livre et on le fait aussi en atelier pour aider les gens à faire la distinction parce que c'est toute une façon, ça prend de l'expérience pour voir la distinction, faire la distinction entre ce qui est vraiment aligné avec notre voie d'évolution, puis ce qui est plus aligné avec nos désirs, puis de la recherche de plaisir de surface. Alors, ça prend de l'expérience. Et c'est là où est-ce que je disais, moi, depuis que je vis ça, puis je suis pas meilleure que quelqu'un d'autre, absolument pas. Ben, les quelques fois où j'ai pas fait attention, c'est là où est-ce que je me suis plantée. Mais c'est tellement clair parce que le corps ne ment jamais. Et ça, c'est quelque chose que je pense que tout le monde peut comprendre parce que ça passe pas par l'intellect. Oui, tu parlais de la petite voix tantôt au début, et c'est une expression, hein, écoute ta petite voix, écoute ta petite voix. Tout le monde s'est fait dire ça. Et nous, on fait la distinction entre la petite voix et la grande voix.
Parce que la petite voix, souvent, va être associée justement à tes désirs puis à la recherche de plaisir, alors que la grande voix, elle a sa sagesse. Fait que finalement, ce qu'on enseigne dans ce livre-là, ce qu'on transmet, c'est branche-toi plutôt à la grande voix. Elle ne va pas te justifier, mais elle va t'amener à la bonne place. Mm. Et en fait, il y a la question de la pratique, comme dans tout. Si tu apprends un nouveau sport, je ne sais pas, tu veux faire de la planche à neige, parce que tout le monde t'a dit que c'est très, très agréable, il y a une euphorie dans tout ça. Et là, tu montes sur ta planche et tu tombes toute la journée, tu recommences le lendemain, tu tombes encore, et tu te dis, bon, finalement, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment ennuyant, ce truc-là, c'est fini. Tu as pratiqué, si tu veux découvrir la joie de la planche à neige ou de n'importe quel sport. Ben, c'est la même chose avec la rencontre de nos sensations, de nos perceptions, de cette information. On a pratiqué parce que au début, je vais écouter ce que Malaise me dit, puis j'entends pas. Les gens vont me dire, bon, j'ai écouté, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, j'ai rien entendu, ça fonctionne pas. Et je répète toujours la même chose, mais une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, et tu finis par tout à coup lâcher prise, te détendre, lâcher tes attentes, parce que tu as souvent une, une, une appréhension des choses, où tu as déjà anticipé ce que tu veux entendre, donc ça se mélange. Et un jour, tu finis par lâcher prise et dire, bon, ben, dis-moi ce que tu as à dire, et finalement, tu commences à entendre ou à ressentir ce qui est là. C'est Ouais, ça la finalement, différence. c'est toute une question de mettre les choses en pratique. Vous savez, moi, je fais souvent la blague, là, vous voyez derrière moi le fauteuil où c'est écrit merci, là, je l'appelle mon fauteuil à émotion. Alors, quand il y a une émotion ou une sensation ou quelque chose qui se passe et que je n'ai pas l'information directement à comprendre qu'est-ce qui se passe, je vais m'asseoir là. Je vais m'asseoir là, puis je prends le temps d'écouter l'émotion, lui demander ce qu'elle a à me dire, qu'est-ce qu'elle veut que je transforme. Et ça fait des années que je fais ça. Alors là, j'y vais moins souvent parce que maintenant, c'est plus facile, c'est presque instantané. Quand j'ai une émotion, je fais juste fermer les yeux, je pose la question, OK, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, ça me ramène à une blessure. Et je sais très bien que c'est jamais la faute de l'autre. Ça me ramène à une de mes blessures à moi, qui est soit de la trahison, soit de l'abandon, très souvent. Et de dire, OK, où est-ce que je me suis abandonnée? Où est-ce que je me suis trahi moi-même? Et tout ça, c'est un processus. Ça ne s'est pas fait instantanément quand j'ai compris il y a 20 ans ou 22 ans que je pouvais juste me trahir moi-même. Il fallait qu'il y ait un chemin qui se passe pour que je comprenne dans mon corps quand est-ce que je me trahis moi-même, à quel moment ça se passe. Alors, tout ça, c'est une question de pratique, de vigilance. Moi, je pense souvent à Arnaud Desjardins, que vous connaissez encore peut-être bien en France, même s'il est décédé depuis, je pense, il est décédé en 2011. Arnaud Desjardins, c'était quand même un maître, un ancien réalisateur français. Et il disait tout le temps, vous savez, c'est pas les gens qui viennent à l'ashram parce qu'il a construit un ashram en France puis un autre au Québec. C'est pas les gens qui viennent à l'ashram toutes les fins de semaine ou très souvent, une fois par mois, qui vont arriver le plus vite nécessairement à leur but d'évoluer vers le sage intérieur. Mais c'est ceux qui, même si vous venez 2 fois par année, vous le mettez en pratique tous les jours, là, ça va se passer. Et c'est une question de pratique et de présence, de vigilance. Puis c'est pas une discipline de militaire, c'est quelque chose qui est très joyeux quand on se l'accorde, ce moment-là. Mais l'idée, c'est qu'on a de la difficulté avec le mot discipline parce qu'on voit ça comme quelque chose qui nous est imposé, alors que c'est vraiment... Moi, je me suis mis à un horaire. Alors, tous les matins, par exemple, quand j'ai découvert tout ça, là, en 2005-6, je me suis mis à un horaire. Puis je méditais tous les matins, je le fais encore, méditer tous les matins, prendre quelques minutes après pour poser des questions à mon esprit. Des fois, je vais aller en écriture, des fois, je ne vais pas y aller. Et à chaque fois que je ressens quelque chose qui me tracasse, qui me préoccupe, qui me percute, je prends le temps d'aller entendre. Et Pierre vous a parlé du dialogue avec les cellules. Euh, que ce soit avec le dialogue avec les cellules ou simplement une intériorisation pour demander à notre corps ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut qu'on transforme. C'est fascinant comment est-ce que ça fonctionne avec la pratique. Et moi, j'ai guéri un paquet de petits bobos comme ça, sans avoir besoin d'aller plus loin dans un processus médical, parce que j'avais compris qu'est-ce que mon corps voulait me dire, parce que j'ai pris le temps de poser la question. Et Moi, je suis quand voilà. Et même toujours... finalement, oui, Oui. pour te laisser la parole, si tu veux peut-être dire quelque chose. Non, je veux dire, je suis quand même impressionnée parce qu'on est quand même des êtres spirituels et en fait, on passe notre vie à chercher à se reconnecter à ce qui est finalement déjà en nous, enfin, qu'on a.
c'est ça. Et en fait, on a mis, euh, on a mis tout le paquet sur l'intellectualisation. Et moi, pendant 2 ans, ce que j'ai fait partout où j'allais, dans les conférences, les ateliers, j'ai demandé aux gens, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Et ça se résume en 3 mots, la paix, la joie et l'amour. Et il n'y a aucun de ça même si tu en as une définition intellectuelle, ça ne change rien dans ta vie. Que tu aies une définition de la joie, ça ne change rien. Mais la joie, tu la ressens. L'amour, tu le ressens. La paix, tu le ressens. Ce sont des sensations. Et en fait, les sensations font partie de tout ce qui est le plus important pour un être humain. Et c'est vraiment étonnant qu'on a enlevé l'importance de ça, comme si on a donné les lettres de noblesse à de l'intellectualisation. Je n'ai rien contre l'intellectualisation. J'ai passé pas mal d'années à l'université avant de comprendre qu'il fallait que j'en sorte. Et puis, et là, je me rends compte que, waouh, c'est tout ce qu'un être humain cherche dans sa vie se passe par des perceptions, des sensations, des choses comme ça. Donc oui, qu'il apprenne des choses pour faire un métier, c'est intéressant pour une profession, tu vas suivre une formation. Tu n'es pas obligé d'essayer de capter l'information pour apprendre toute ta profession comme ça. Tu apprends les choses, mais dans ta vie quotidienne, tu as tellement d'éléments importants pour vivre qui sont en toi, qui sont déjà en toi. Voilà un peu notre parcours et notre proposition par rapport à l'intuition, qui est plus que de l'intuition. Je pense que c'est une connexion profonde avec soi et avec la vie. Mm. Et on pourrait peut-être juste terminer en parlant des 15 autres voies là, qui sont les sens, les doubles sens, les clairs sens. Si on prend juste la vision, par exemple, alors évidemment qu'on peut voir beaucoup de choses sans jamais prendre le temps de regarder. Alors, c'est la première étape. Aller chercher l'information en prenant le temps de regarder. On va recevoir beaucoup d'informations. Puis après ça, la double vision, puis on peut le faire pour tous les autres sens, c'est la même chose. La double vision, c'est de commencer à voir, par exemple, ce que l'œil ne voit pas normalement, mais qu'est-ce qui est normal ne veut pas dire que c'est naturel. Alors, voir, par exemple, les champs d'énergie autour des gens, autour de ce qui est vivant, autour des arbres. Voir aussi que quelqu'un, par exemple, son énergie est en train de chuter. On est capable de voir ça si on veut le développer. Puis c'est pas tout le monde qui va le développer de la même façon, puis c'est pas tout le monde qui va développer non plus toutes les facultés. Ça dépend aussi de ce qu'on a comme talent ou facilité innée. Et la même chose pour la claire-vision ou les autres sens. La claire-vision, ça va être d'avoir, par exemple, soit par rêve prémonitoire, soit par un flash ou des images, de voir quelque chose qui va se produire ou qui est en train de se créer, qui va se produire dans le futur. Et ça nous apporte aussi un certain nombre d'informations. Fait que tout ça peut se développer, pas pour tout le monde au même rythme et de la même façon, mais sur 15 voies, là, il y en a certains qui vont développer un petit peu plus la vision, d'autres le toucher, d'autres l'audition. Et c'est très, très intéressant de l'utiliser comme une autre façon, en plus de s'émerveiller devant la vie et de capter de l'information pour soi. Oui, moi je trouve ça un petit côté alors magique, mais dans le sens émerveillement, justement, quand on commence à un peu à s'ouvrir à ça. On s'ouvre aussi, on n'en a pas parlé, mais aux synchronicités aussi, des choses, des messages voilà, qui viennent à nous en fait, et qu'il faut savoir voir en fait, ou Absolument, ressentir. Mais absolument, absolument. Alors, ça va être un rendez-vous. Vous viendrez nous voir quand on va venir en Europe. eh ben oui, 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 vous nous direz comment ça se passe pour vous. Comment... Absolument. Donc, on parlait de pratique. Je crois que vous nous avez réservé un petit exercice pratique, justement. Ben oui, en fait, c'est quelque chose, ce sera plus un devoir, dans le fond, pour commencer à capter de l'information par perceptivité. Et c'est quelque chose qu'on fait dans l'atelier, entre autres, là, mais c'est très, très simple. Vous avez qu'à penser à un proche, par exemple, soit votre enfant, soit votre conjoint, soit un parent, et simplement vous poser la question intérieurement, comment il va maintenant? Comment cette personne-là va maintenant? Quel est son état? Est-ce qu'elle est préoccupée? Est-ce que ça va bien? Et c'est très étonnant quand on fait le suivi par la suite, quelques minutes, quelques jours plus tard, ça peut être quelques heures, quelques jours, dire, ah, je pensais à toi à tel moment. Comment tu vas? Comment t'allais? Juste pour le plaisir de la chose. Et c'est très étonnant souvent le résultat.
Ah ouais, bah, à tester alors, je vais essayer. Ça tombe bien, ma fille est pas là, donc je vais pouvoir le faire avec elle. Exactement. Exactement. Moi, j'avais avant de peut-être de terminer, j'avais 2 questions. Tout à l'heure, Pierre, tu me prenais en exemple, enfin, tu prenais en exemple le fait que parfois on sait, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, puis on entend, que, oui, ça va pas. Moi, souvent, ça peut m'arriver, mais je me dis: «Mais c'est logique, en fait». Même cette capacité, en fait, à capter comment vont les gens quand ils m'écrivent juste par le la mais je me dis: «C'est logique, c'est la manière dont je les connais, donc la manière dont en fait ils écrivent les mots, c'est comme si, voilà, je voyais les vibrations et tout ça, mais voilà, moi je raisonne en me disant: «Ben, voilà, j'ai juste telle information, mais dans la matière finalement». Mais j'aime ça que tu dises c'est logique parce que pour moi, toute cette information subtile est organisée de façon logique. C'est logique. En fait, si tu vois une personne pour la première fois, tu peux te dire, ah, c'est curieux, j'ai l'impression qu'elle va pas bien. Et tu vas lui demander, et peu à peu, ça va te confirmer. Mais c'est vrai que comment ça se fait que tu captes ça? Mais c'est aussi que tu as rencontré plusieurs personnes dans ta vie. Et à un moment donné, c'est logique que l'information te dise, bah, écoute, ça, quand tu as cette sensation-là, c'est toujours parce que quelqu'un ne va pas bien. Mais tu ne fais pas le raisonnement. Mais c'est logique. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout ce qui paraît pas logique pour les gens parce que c'est subtil, ben le subtil, c'est partout dans l'univers et l'univers est organisé de façon logique, mais pas nécessairement dans une logique intellectuelle qu'on a compris actuellement. Et la physique quantique actuellement nous amène vraiment dans ces espaces-là de façon très, très, très rapide et s'ouvre à cette logique universelle subtile. C'est super Mm. intéressant. Et, euh, et voilà. Par exemple, actuellement, ce que je transmets énormément, en France, d'ailleurs, je suis à Paris la semaine prochaine, c'est les multiples dimensions de l'être humain. Et dans chaque dimension, on peut capter l'information de façon différente à partir de différentes voies. Alors, l'être est multidimensionnel et l'ouverture à sa multidimensionnalité, c'est comme si tu ouvrais toutes les portes, toutes les fenêtres de captation de ton être. Et puis, tu captes l'information. C'est comme si tu la pénétrais pour capter quelque chose de différent, ce qu'elle veut dire, mais ce qu'elle provoque, etc., etc. Moi, je suis fasciné par la perfection de l'être humain. Mm. Et pour finir, France, tu disais tout à l'heure que justement, et ben, quand tu savais, au moment quand tu travaillais et que tu savais que oui, c'est là, il faut y aller, là, faut qu'on parte pour filmer. Ouais. Pourtant, à l'époque, tu étais pas. Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit non, mais n'importe quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es écoutée finalement à ce moment-là? Parce que je pense que c'était pas encore peut-être justement ouverte à tout ça. Parce que tu aurais pu très Ah, bien mais te dire, bah non, n'importe c'était quoi. c'était quelque chose de totalement naturel, là. J'essayais même pas de comprendre. J'avais comme un élan, là, tu sais, c'est comme, OK, c'est maintenant. Pourquoi c'est maintenant? On ne le sait pas, mais on y va et ça fonctionnait à tout coup, ce qui était devenu comme ma marque de commerce. Et comme je te dis, j'appelais ça ma bonne étoile parce que je ne savais pas comment le nommer. Ça a pris des années avant que j'aie un réveil brutal à travers donc la fameuse médium qui m'a mis en lien avec mon père, qui a donné un premier livre qui s'appelle On ne meurt pas. Il y a 20 ans de ça. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai essayé de comprendre tout ça puis mettre des mots là-dessus. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est ma conscience, dans le fond, la perceptivité, c'est mon esprit qui me disait, France, c'est maintenant le moment de partir. Mais je ne l'entendais pas comme ça du tout. Ça se passe pas comme ça. C'est plus comme un flash qui arrive ou quelque chose qui se plaque dans ton cerveau. On part maintenant. Alors voilà, c'était simple comme ça. Je me posais aucune question. Mm. C'est quand on se pose des questions, des fois, que ça commence à être compliqué, puis après ça redevient simple. Comme l'attraction, tu es attiré vers un lieu, tu es attiré vers une personne, tu es attiré. Tu ne te poses pas la question, tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui fait que. En fait, quand tu te poses la question, ça commence à se compliquer et tu t'entremêles. Mais quand tu dis, tiens, là, j'ai une attraction, je vais lui parler. Et c'est pas nécessairement parce que ça va être ton conjoint pour la vie. Tu peux avoir une attraction pour quelqu'un qui va devenir un copain, un ami, ou quelqu'un qui a une information à te donner ou quelque chose à te faire comprendre. Mais et voilà, tu réponds à ta sensation, tout simplement.
Mmh. En tout cas, merci beaucoup France, merci beaucoup Pierre. C'est passionnant. Moi, j'aurais encore plein de questions, mais on ira plus loin, voilà, lors de l'atelier ensemble et bah, je vous laisse le mot de la fin. Chacun, votre tour. Ben, moi, je vais juste vous dire, restez connectés. C'est une question de présence et c'est extrêmement joyeux comme parcours. Et écoutez vos inspirations et vos sensations. Mm. Merci, merci beaucoup à vous 2. Merci. À bientôt. Sarah, au revoir, au plaisir de te rencontrer.